Et donc, je demande à voir le père, je demande un examen en visio avec le chirurgien. Ben, le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, ben voilà, on me dit qu'il a un reflux résistant au traitement chez un enfant qui tousse toutes les nuits, qui est handicapé. Moi, je l'opère, hein. Ok. Et quand le père arrive, à chaque fois que la mère énonçait quelque chose, le père derrière faisait la moue, faisait une dénégation. J'ai dit, bon, très bien, je vais refaire l'entretien avec la mère isolée, ça je l'avais déjà fait, mais avec le père isolé. Et le père me dit, très contrarié, chez son enfant qui a quand même été opéré, hein, il dit, oui, en fait, j'ai bien compris que il y avait un petit appel à l'aide. Je dis, oui. C'est quoi votre métier? Il me dit, kinésithérapeute. Je dis, oui. Il me dit, oui, je suis spécialiste chez les bébés qui toussent. Ah. Et votre enfant? Bah, il tousse. Ah. Et donc, vous le voyez souvent. Il me dit, 1 semaine sur 2. Ah, je dis, ah, vous êtes donc divorcé avec madame? Il dit, non, non, j'ai une double vie. Ah. Rien que je vous en parle, déjà, j'ai encore les frissons. Et il me dit, ben oui. Et donc, 3 ans, le petit, hein, il avait compris que dès qu'il toussait la nuit, la mère appelait le père en disant, fais quelque chose, tu vois bien qu'il tousse. Elle arrivait, il lui faisait un petit massage, ça le calmait. Traitement anti-reflux, anti-asthmatique ou pas, hein. Et l'enfant se recouchait, et après, je ne sais pas où il finissait la nuit, je ne me suis pas posé la question, à vrai dire, hein. Toujours est-il qu'on voit, hein, qu'à partir d'une situation qui est une situation anodine, hein, on peut arriver à des extrêmes. Évidemment, j'ai pas eu 2 observations comme ça dans ma carrière, hein, mais celle-ci, je la trouve assez spectaculaire. Donc je rappelle que les IPP ne sont pas des bronchodilatateurs. D'accord ? Je rappelle que quand les ORL vous disent il y a un érythème de la margelle postérieure, si vous faites crier n'importe quel bébé, et quand on met le laryngoscope, c'est ce qui se passe. C'est la même chose au niveau des tampons. Quand vous voyez un tampon rouge, sans autre chose et sans mouvement, est-ce que vous mettez des antibiotiques? Non. C'est l'otite congestive. Eh bien, l'érythème, c'est un érythème congestif. C'est la même chose. Sauf que l'ORL dit c'est le reflux. Et donc là, si je vous montre les études, hein, on voit bien un facteur de valeur prédictive positive et négative qui est à peu près enfin, très inférieur de ce qu'on nous dit. Autrement dit, le premier message, je vais avoir du mal à tenir mon temps, mais je vais faire un bloc avec les deux, hein, parce que, mais ça valait le coup quand même que je vous raconte les histoires. Et puis je viens pas tous les ans quand même, enfin je sais pas, peut-être. Ok, toujours est-il que là, 2 minutes pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Effectivement, oui, j'avais envie de vous raconter des histoires. Donc, tout ce qui est de l'ordre des remontées, c'est des vomissements avec des causes avant de étiqueter cela régurgitation simple ou reflux gastro-œsophagien physiologique. Je vous rappelle qu'on se le dit entre nous, mais il ne faut pas le dire aux patients. Ces régurgitations, eh bien, évidemment, sont définies par les critères de Rome, les experts, qui successivement, au fil des années, ont fait beaucoup de solutions d'expertise, mais ça ne répond pas au problème de la mère qui dit « j'en vois plus docteur parce que je lui mets le bavoir du vendredi dès le lundi ». Alors au début, on ne comprend pas bien, mais en fait, en France, c'est normatif, on met le bavoir avec le jour. Sauf que le problème, c'est s'il régurgite 2 fois, ben, évidemment, tu ne peux pas mettre 2 fois le lundi, hein, il faut le laver entre. Donc ici, voilà, par exemple, un régurgiteur du week-end, comme vous voyez. Donc c'est sûr que la mère qui a tout le temps la tête dedans et qui aimerait bien sortir un petit peu la tête de... Bah, c'est sûr, hein, le bavoir, c'est pas quelque chose qui permet d'être étiqueté comme consultation satisfaisante. Dire à la mère, vous inquiétez pas madame, le problème va s'atténuer quand l'enfant va se lever, alors qu'elle est dans une situation qui est une situation d'angoisse terrible, ça ne va pas justifier vos honoraires. D'accord? Même si c'est publié, hein, oui, c'est vrai, mais ça ne va pas justifier vos honoraires. Donc vous êtes obligé d'expliquer ce qui se passe. Comment on explique
Les régurgitations, et ça vous êtes obligés. Les régurgitations, c'est, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, ce n'est pas une insuffisance sphinctérienne. D'accord? On a l'impression que les bébés y régurgitent, parce que comme ils font pipi, ils font caca sur eux, ben, la même chose pour il y a des enfants de couche, et ben, ils ont le sphincter qui est entre guillemets insuffisant, et donc c'est pour ça que ça remonte. Non, pour avoir fait des manométries chez le prématuré, le sphincter est déficient même chez le petit, même chez le nouveau. C'est une question d'inadéquation de contenu et de contenant. Alors, je vous ai mis cette photo pour vous montrer quand même la taille de l'estomac à J1, J3, une semaine, un mois, puis entre 1 et 6 mois, ça ne grossit pas tellement. Vous comprenez bien que quand on met une quantité, les quantités sont les quantités recueillies qui sont au-dessus, d'accord? J'ai travaillé pour faire cette photo. Eh bien, on voit très très bien qu'on est dans une situation où il y a trop d'aliments par rapport à la contenance de l'estomac. Et donc, normalement, bah, quand on a des grands pieds, on met des grandes chaussures, et si on a des petites chaussures, on a des petits pieds. Si on extrapole ce que devrait voir un bébé avec le poids d'un adulte, ça donne ça. Le premier qui me dit qu'après avoir eu tout ça, il n'a pas des remontées, je ne le crois pas. D'accord? Donc en fait, ce sont des relaxations inappropriées du sphincter inférieur de l'ésophage qu'on voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'estomac est tellement sous tension, il y a tellement de pression en dessous que il y a effectivement le sphincter qui relâche, et qui relâche par la pression en dessous, pas par insuffisance. Alors comment on fait en pratique? Et on le dit à la mère. On dit, madame, vous comprenez, votre bébé, il doit boire. Combien vous pesez? Alors, un peu gêné. On la regarde, on essaye de minorer le poids qu'on visualise de 10 à 15 kilos, hein, pour mettre la mère quand même dans de bonnes conditions. Il vous pesez combien? 45, 50 Alors je vous dis, hein, on dit doit boire 130 ml/kg, 130 ml/kg fois 50, ça fait 7-8. Il a l'équivalent de 8 kg de bouffe. Vous comprenez, madame, si vous mangez 8 kg de victuailles, le soir ça remonte un peu. Et là, la mère qui avait envie de jeter son bébé par la fenêtre, ben, tout à coup, elle est complètement en accord avec ces différents éléments. Donc, c'était important que je vous dise ça. Sur le reste, vous savez qu'on épaissit, bien évidemment, et que les différentes méta-analyses ont montré l'efficacité des épaississants. Que ce soit l'amidon ou la caroube, avec, et je vous renvoie, 2 très beaux articles qui ont été à la fois faits par le docteur Patrick Tougnan et moi-même sur l'intérêt de ces différents épaississants. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les régurgitations. Merci, Dr. Marc, pour cette belle présentation. Alors, on va peut-être prendre une ou deux questions dans la salle avant d'enchaîner avec la présentation suivante. N'aie pas peur, Khalid. Je savais qu'il fallait que je... Il n'y a pas de problème. J'ai dit ce que je voulais dire et je pense que les gens ont plus, les collègues ont plus apprécié des situations cliniques à raconter plutôt que les courbes des méta-analyses. Rachida. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Vraiment. Je voulais juste demander quel était le pourcentage finalement dans votre expérience des vrais reflux maladies que vous adressez aux chirurgiens pour être opérés. Ok, ben on a les chiffres. Dans un centre tertiaire, donc c'est un centre tertiaire, hein, pas primaire, pas secondaire. Ben, dans un centre tertiaire, par rapport aux enfants qui nous sont adressés, on adresse aux chirurgiens 1 sur 480. Vraiment? 2 sur 1000. Okay. 2 sur 1000 dans un centre tertiaire. Le traitement anti-reflux chirurgical n'est véritablement fait que pour les enfants à problème, qui ont un problème antérieur. Les enfants qui n'ont pas de pathologie sous-jacente sont quasiment jamais confiés aux chirurgiens.
parce que pour nous, c'est important de dire ces chiffres-là aux parents, parce que on a des parents qui s'accrochent aux IPP, mais de façon... je veux dire, ils n'arrivent pas à arrêter des traitements. Quand on dit, bon, arrêtez les IPP, ils ne veulent pas, hein. Ça, y a rien. Je ne sais pas dans vos expériences personnelles comment ça se passe, mais moi, des fois, j'ai beaucoup de mal à arrêter des traitements IPP qui durent 4 mois, 6 mois. Je ne sais pas dans votre expérience. Alors, ce que je fais dans ces situations-là, je leur demande de baisser très progressivement. Et je leur dis, vous donnez un petit peu moins de poudre, parce que de toute façon, il y a des effets rebonds avec les IPP, donc il faut de toute façon diminuer progressivement. Donc j'essaye de gagner, entre guillemets, petit à petit. C'est vrai qu'il y a une surprescription qui est complètement indécente, mais d'un autre côté, il faut... le mieux, ça serait qu'on ait des traitements IPP placebo, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, il faut quand même accompagner les parents, comprendre la souffrance qui sont la leur, leur expliquer, et puis si on a besoin d'un traitement médicamenteux pour qu'ils adhèrent au projet, eh ben, qu'ils prennent un peu d'IPP et on essaye de faire en sorte qu'ils en prennent le moins possible. Donc, je vis la même chose que toi. Marc, quand je t'ai posé la question du RGO, donc je me doutais bien qu'il ne restait plus grand-chose du RGO. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose finalement du RGO. Et dans vos sociétés scientifiques de gastro, est-ce qu'il ne faut pas carrément bannir ce terme parce que le RGO n'existe pas? Donc, comme je l'ai dit au début, il y a les régurgitations. Devant les régurgitations, on ne fait que des traitements qui sont des traitements d'épaississant. D'accord? Et expliquer. Et puis, il y a le reflux maladie. Alors ça, c'est un reflux maladie, c'est autre chose, où là, on peut avoir effectivement des ésophagites, on peut avoir des manifestations. Et dans le reflux maladie, il faut être sûr qu'il n'y ait pas, entre guillemets, une autre pathologie qui induise ce reflux. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Le seul médicament qui peut avoir un effet extrêmement temporaire et bénéfique, Patrick en a parlé sur les enfants qui avalent de travers et ensuite ils n'arrivent pas à manger des morceaux. C'est la même chose. Les enfants qui ont des reflux qui sont un petit peu douloureux et qui ont l'anamnèse et ils ont, entre guillemets, à chaque fois qu'ils sentent que ça remonte, on voit qu'ils grimacent et on voit qu'ils sont pas à l'aise. Ceux-là, et là, il y a une démonstration d'efficacité, c'est l'alginate de sodium, c'est-à-dire, je le dis sans conflit d'intérêt, le Gaviscon. Le Gaviscon, beaucoup d'études ont démontré un intérêt chez le prématuré, chez le nouveau-né à terme et chez le nourrisson. C'est le seul médicament qui peut avoir une pertinence dans les régurgitations acides. Oui. Monsieur Mokhtari. Merci beaucoup. Merci mon ami Marc pour cette présentation. Je voulais te poser la question concernant le positionnement. Il y a des enfants qui sont perchés comme une rampe de lancement. Est-ce que c'est utile? Donc, comme je l'ai dit hier, c'est complètement inutile. On a ici, pour les plus vieux d'entre nous, quand on faisait la visite, on voyait les enfants, on a l'impression qu'ils allaient décoller parce qu'ils étaient en proclive ventral. Donc le proclive dorsal qui a montré une petite efficacité, c'est celui fait par les Belges qui est à 70 degrés et qui est donc quasiment en rectitude. Donc non, le positionnement n'est pas recommandé. Je voulais faire juste une précision, Marc, par rapport au reflux gastro-œsophagien chez nous au Maroc. Les années 90-2000, on faisait des endoscopies. Les complications peptiques, il était très fréquent. Le 1 tiers des cas des enfants explorés pour le reflux avec des œsophagites, voire même sévères, des sténoses. Actuellement, donc on voit de moins en moins. Par contre, donc on commence à voir des œsophagites eosinophiles, c'est-à-dire le reflux maladie. Je crois que c'est le résultat un petit peu de la prescription excessive des EPP. C'est la même chose que ce qui a été fait en Europe. Maintenant, il faut avoir la prescription des EPP un petit peu rationalisée. Donc voilà, c'est juste un commentaire par rapport au reflux dans notre contexte. Très beau commentaire auquel j'adhère.